Référendum contre VIH-Sida, amis auditeurs, quoi de plus normal puisque nous sommes au mois de décembre. Décembre, c'est le mois qui commence déjà dès le 1er par la lutte contre le sida. 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Et pendant tout le mois de décembre, on doit parler pour lutter contre le sida. Justement, dans ce studio, un homme en blouse. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Dr Bog Etatilo Kanzepea, vice-président de la Brigade médicale congolaise, une association ou organisation qui lutte pour sensibiliser la population congolaise, éduquer pour une santé améliorée en appuyant les efforts du gouvernement pour que nous ayons une santé meilleure dans notre pays. Brigade médicale congolaise, donc une organisation des médecins. Et vous êtes le vice-président. Exactement. Mais en passant, vous exercez dans un hôpital de Brazzaville. Bien sûr. Je suis médecin à l'hôpital général de Diri, précisément au service de chirurgie. Vous décidez de parler du sida. Pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Parce que déjà, premièrement, le sida a un impact très grand dans notre monde et précisément en Afrique, mais encore plus au Congo. Notre pays, il n'y a pas longtemps, au communiqué de monsieur le ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki, nous a fait comprendre combien les chiffres du sida sont encore assez élevés au Congo, à 3,2% en 2023. Mais pire, c'est que la majorité de la population qui a ça ne se connaît pas malade, ayant le VIH ou le sida, ce qui fait que ça augmente le risque de transmission. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Et surtout, nous sommes en décembre, un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. On s'unit à cette initiative de l'OMS du monde et aux efforts que le gouvernement est en train de faire pour sensibiliser plus de populations, plus de personnes congolaises sur ce qu'est le VIH-Sida. Dans la population, on se dit que tout le monde sait ce que c'est le sida. Le mot sida ne fait plus peur comme il y a quelques années. Exact. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que le sida en profite pour nous attaquer silencieusement? Parce qu'on n'en parle pas? Oui, comme on n'en parle pas, ça fait qu'on ne prenne pas les précautions qu'il faut. Le sida est une maladie comme toute autre maladie. Le sida, je vais commencer là par donner la définition. On a deux termes généralement qu'on utilise, VIH et sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Or, le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus qui donne la maladie ou qui affecte pour nous donner le sida. Et lorsque ce virus attaque au départ, parfois ça peut être symptomatique ou asymptomatique. Mais le monde entier, on n'arrive pas à se prévenir, on ne fait plus rien parce qu'on se dit que voilà, c'est une maladie qu'on connaît déjà, on vit avec, ça ne fait plus rien et ça fait qu'on soit moins attentif, qu'on fasse moins attention et là, la maladie se complique. Celui qui en a déjà, ça se complique davantage. Celui qui n'en a pas encore, il acquiert la maladie, le VIH-Sida. D'où c'est important d'en parler. Comment on contracte cette maladie? Le VIH se contracte par les liquides corporels généralement. Qui parle des liquides corporels, on peut parler du sang. Oui. C'est la transmission du sang. Par exemple, les transfusions sanguines. Si le sang, qu'on te transfuse, avait déjà un virus, ça te contamine également. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est de moins en moins cette méthode de contamination. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est de moins parce que les mesures dont les banques de sang prennent sont très strictes pour éviter et minimiser. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, les moyens les plus efficaces sont avec des personnes toxicomanes qui se droguent avec des seringues, ils peuvent se contaminer. Facilement. Ou encore les relations sexuelles encore plus aussi dans notre pays et dans le monde entier. Parce qu'il y a des transmissions des liquides corporels comme les liquides vaginaux. Or, il y a des liquides aussi qu'on ne peut pas se contracter comme la sueur. Par ça, on ne peut pas se contracter. Les câlins, on peut faire les câlins, la salive, ça peut passer. Mais les muqueuses blessées, il y a une plaie, voilà le sang qui se mélange, l'autre, là il peut avoir contamination. Les personnes à risque, par exemple les chirurgiens ou encore ceux qui travaillent au laboratoire, qui peuvent piquer une personne atteinte. Et si la personne, le médecin ou le personnel professionnel de santé se pique aussi, il peut également contracter cette maladie-là. Ça peut passer également de la mère à l'enfant, par la grossesse ou pendant l'accouchement. D'où il faut faire ce qu'il faut pour éviter tous ces moyens-là. Et par le lait maternel? Par le lait maternel, exactement aussi, ça peut se contracter, ça peut se transmettre.
de la mère à l'enfant. Donc, il y a beaucoup de voies, il faut être toujours prudent. Une fois on a la maladie, on ne réalise pas encore, il n'y a pas encore de symptômes, docteur. Tout à fait. Parce que la maladie généralement on parle de 3 phases. La première phase ou la phase aiguë qui compte par exemple de 2 à 4 semaines après l'infection ou après l'exposition. Généralement, c'est asymptomatique. Ça peut se manifester par des maux de tête, des fièvres parfois, des petites grippes, fatigues, des ganglions qui sont enflés, mais généralement banales. Et puis, on a la phase de latence ou encore chronique. Ça, c'est encore VIH. On ne parle pas encore du sida. Là, on parle juste de l'infection par VIH. La personne peut ou ne pas manifester des symptômes et ça dure plusieurs années. Mais peut déjà contaminer. Peut contaminer. Oui. Bien évidemment. La personne peut contaminer, mais elle ne manifeste pas encore les symptômes. Vous voyez la personne en pleine forme. Tout à fait. Vous voyez la personne en forme, vous ne voyez pas de manifestation clinique qui attire l'attention, mais une fois que vous avez un contact par ces fluides qu'on a mentionnés tout à l'heure, vous pouvez être contaminé. Et la dernière étape, la phase qu'on appelle la phase avancée du sida carrément, parce que là, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a beaucoup de signes parce que le virus a déjà attaqué le système immunitaire, parce que le VIH, c'est un virus qui attaque le système immunitaire, qui est un système qui nous permet de nous défendre. Et quand la défense n'est plus assez forte, on devient sujet à toute maladie opportuniste. Les petites grippes chez nous deviennent graves. On commence à avoir des pneumonies, des tuberculoses, des toxoplasmos, beaucoup de maladies qui peuvent être là. Et là aussi, on peut contaminer. Mais il y a des moments où, si on suit un bon traitement, on peut avoir le VIH et ne pas transmettre ce VIH-là. Mais les manifestations, généralement, on parle de ces 3 phases que je viens de mentionner. Que faire pour en avoir le cœur net? Pour en avoir le cœur net, qu'est-ce qu'il faut faire? Le VIH, le sida, il faut en considérer comme une maladie comme toute autre. Comme on a le palu. C'est vrai que c'est une maladie dont le traitement curatif n'est pas encore connu. Il n'y a pas encore un médicament qu'on va dire, voilà, on traite, la personne est guérie complètement du sida. Mais il faut en prendre comme une maladie comme toute autre parce qu'on peut bien vivre avec le VIH-sida si on en a déjà et vivre même longtemps. Il suffit de suivre les précautions comme prendre les antirétroviraux. D'où c'est toujours important de faire souvent les dépistages parce qu'on détecte tôt la maladie. Tôt on détecte la maladie, mieux on la traite. Et seulement si on a détecté, on sait que voilà, j'ai le VIH-sida, je suis régulièrement et strictement mon traitement avec des antirétroviraux qu'on appelle ARV. Je vais faire à ce que le virus ne puisse pas assez se multiplier ou ne puisse pas affecter plus d'organes que j'ai, ne puisse pas affecter davantage mon système immunitaire. Voilà, si et seulement si une personne suit un bon traitement, il peut avoir une charge virale indétectable. Et si la charge virale est indétectable, la personne ne peut pas transmettre. Donc, elle peut vivre avec son partenaire. Il peut avoir même des rapports sexuels non protégés. Il peut avoir des enfants. J'ai suivi des témoignages personnellement des gens séropositifs, mais qui ont des enfants sains et puis son époux, ils sont là, ils vivent normalement parce qu'il a suivi un traitement qu'il faut et puis il a eu un soutien des gens de l'extérieur. Si on a notre frère, on a notre soeur, on a un ami, collègue, partenaire, s'il est déjà malheureusement tombé dans ce cas-là, c'est une maladie comme tout autre. On l'accompagne, on l'aide au lieu de discriminer la personne parce que plus on discrimine cette personne-là, on ajoute des problèmes qui seront psychologiques et voilà, ça va affecter aussi tout le corps humain par la suite. L'aider au-delà du traitement médicamenteux qu'il est en train de prendre, c'est de l'aider aussi psychologiquement. L'entourer de notre affection. Voilà, l'entourer de notre affection. Il reste après tout notre frère. Un être humain qui travaille aussi dans la société, qui aide même la société à avancer dans les capacités qu'il a, dans ce qu'il a l'habitude de faire. D'où il est important d'apporter le soutien à ce genre de personnes-là. Le dépistage dont vous parlez, c'est cet examen sanguin, c'est l'unique voie? Oui, le test de VIH, on parle aussi de SRV. C'est ce test-là qui nous permet de voir la quantité du virus dans le sang. Quand c'est un peu moins, la personne peut être affectée, mais la charge virale est indétectable. Donc, on déduit que c'est intransmissible par les rapports sexuels, mais par le sang, ça peut aussi parfois se transmettre. L'idéal, c'est de faire la SRV ou encore le test de VIH direct qui est le plus fiable. Et quand on prend bien sa santé en main, il est mieux de le faire 3 mois après, parce qu'aujourd'hui, ça peut être indétectable, mais qui sait, 3 mois après... Bien sûr. Parce que beaucoup de gens pensent que le VIH, on peut l'avoir juste à travers les rapports sexuels, comme on avait dit tout à l'heure. Ils se disent, comme je pratique de l'abstinence, qui est d'ailleurs le meilleur moyen ou le moyen le plus efficace pour ne pas se contaminer du VIH par voie sexuelle.
il y a aussi les préservatifs qu'on utilise, mais qui a 1-2% aussi d'erreur parce qu'il peut y avoir les glissements, il peut y avoir aussi rupture et autres. Mais au-delà des rapports sexuels, il y a aussi par des salons de coiffure qu'on va. Les objets souillés. Les objets souillés. Si ces objets ne sont pas bien stérilisés ou encore peuvent se contaminer. D'où c'est important, comme vous avez dit, de souvent se dépister, de faire le test de VIH pour connaître son état. Si je connais mon état, je prends les meilleures précautions. Mais si je suis ignorant de mon état, on a dit tout à l'heure, on peut vivre des années avec le VIH sans avoir des symptômes au départ. Donc, si je ne connais pas ça, je suis en train de propager la maladie d'une manière à une autre ou encore je suis en train de me compliquer la situation davantage. Mais souvent, on a peur des résultats faussés. Est-ce que ça arrive souvent de dire « Ah, mais qui sait, peut-être qu'on peut se tromper. » puis bon, est-ce que de tels cas, de plus en plus, on en trouve? Oui, on peut en trouver. Vous savez, l'erreur est humaine d'une manière à une autre. Celui qui travaille au laboratoire n'est pas forcément exonéré des erreurs. Et au-delà de ça, les machines peuvent aussi parfois commettre des petites erreurs. Il peut y avoir des petits soucis techniques. Bon, c'est pas mon domaine, je ne m'y connais pas trop. Mais de manière générale, il peut y avoir des petits soucis techniques. Je peux faire un examen, un test. J'étais négatif, ça sort positif. Ou le contraire, je suis positif, ça sort négatif. Mais c'est toujours important, si je fais, de varier, de chercher les laboratoires les plus sûrs, les plus sérieux. Déjà, on a notre laboratoire national aussi, qui est un laboratoire très sûr, très sérieux, et bien d'autres aussi dans le pays. Donc, il faut faire des examens. Si je fais ici, je peux aussi faire ailleurs une contre-expertise. Oui. Une contre-expertise. Nous-mêmes, les médecins aussi, on le fait. On le fait avec des patients. Quand je fais des examens, je vois le patient. Si je vois quelque chose, les examens, les résultats me disent un peu le contraire. Je doute un peu. Faire une contre-expertise. Je peux refaire l'examen au même endroit parce qu'il se peut juste, il y a eu une petite erreur. Ou encore, je vois un autre endroit pour comparer. Si c'est ça, donc c'est réellement les résultats. Si c'est pas ça, je cherche maintenant à voir quelle est la conduite à tenir par rapport à ce que j'ai en face de moi. Il y a beaucoup d'endroits ici, on en fait aussi gratuitement le test. Oui. Voilà, donc, comme c'est gratuit, l'avantage, alors on ne va pas payer, allons se faire dépister. Mais il y a la peur. Il y a la peur, oui. Il y a la peur, on se dit, la psychose. est-ce que, bon, je vais devenir encore plus malade, j'étais pour moi bien, c'est ce qu'on dit, mais c'est mieux de le faire pour prendre les précautions. Mais généralement, quand on fait l'examen, quand ça sort positif, on refait le test pour confirmer. Bien sûr, on refait le test pour confirmer. On appelle généralement parfois même les psychologues pour informer la personne, pour préparer, informer petit. Parce que ce n'est pas une information que tu vas donner à la personne aussi brute comme ça. Bon, monsieur, vous êtes atteint du VIH/SIDA. Donc, ce sont les psychologues qui savent comment avec préparer. Eux, ils préparent, ils donnent, c'est ça, pour aider aussi la personne dans un suivi. Généralement, on dit c'est un sida sorcier. Comme c'est ça. Un sort, un mauvais sort. Oh, c'est une maladie qu'on a contractée parce qu'on a manqué juste parfois de se protéger ou encore on a pris toutes les précautions possibles aussi de protection. Mais malheureusement, ça nous est tombé. Aujourd'hui, là, celui qui souffre du palu, il n'a pas demandé ça. Ça lui est arrivé même après avec les protections. Celui qui a le cancer n'a pas demandé. Ce sont des maladies. On est dans un monde, dans un environnement entouré de maladies, de virus, de bactéries. Donc, ça peut nous arriver d'un moment à un autre qu'on prenne les précautions ou pas. Mais une fois que ça nous arrive, assumons et avançons. Parce que la vie continue. Parce qu'on peut vivre normalement. Normalement. Alors, parlons traitement. Ce sont ces ARV, les antirétroviraux. Est-ce qu'aujourd'hui, facilement, on en trouve? Oui, facilement, on en trouve dans notre pays. 86% de population mondiale qui se connaît séropositif à les ARV. Facilement, on en trouve. On peut en acheter ou aussi, on va au PNLS pour avoir plus d'orientation. Il y a des gens qui font des campagnes gratuites de dépistage et même ils donnent des médicaments. Mais c'est un traitement comme on ne peut pas donner. Ce qu'on va te donner parfois ne va pas suffire. C'est un traitement qui est quotidien, généralement. Donc, il faut en avoir. L'accessibilité est très facile. Est-ce qu'il y a une façon de prendre sans des comprimés? Oui, il y a des comprimés. Est-ce qu'on prend seulement le matin ou bien je peux prendre aujourd'hui le matin, demain j'oublie? J'ai oublié de prendre mon comprimé, je prends le soir. Est-ce qu'il y a une façon conseillée? Oui, il y a une façon qui est conseillée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de voir ce qui gère les infections. Eux, ils vont vous adapter un traitement parce que le traitement se donne aussi. Il y a un traitement des antirétroviraux et un traitement symptomatologique. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui affecte plusieurs autres organes. Donc, on traite aussi, au-delà des antirétroviraux qui doivent être là obligatoirement, il y a des traitements par rapport à ce que vous présentez. Si ça vous donne l'anémie, par exemple, au lieu d'être transfusé, on peut vous mettre le fer.
on ajoute un traitement. Le traitement est adapté aux manifestations que vous avez également. Donc c'est par rapport à la personne. Par rapport à la personne. Au cas par cas. Exactement. Donc si on suit bien le traitement, on peut parfois avoir l'impression qu'on n'a plus la maladie. Oui. On peut avoir l'impression qu'on n'a plus la maladie et on peut même faire des examens. Le virus est indétectable. On peut se dire qu'on n'a pas le sida, bien qu'on a le VIH qui est en très très faible quantité. On parle de la charge virale qui est très faible et par là, on vit bien, on ne transmet pas la maladie et puis voilà, on est à l'aise, nos organes fonctionnent normalement, il n'y a pas d'affection ou d'affectation d'autres organes, le système immunitaire. Les antirétroviraux sont en train de bloquer la multiplication de ce virus. Il est là, mais ça bloque sa multiplication. Et si ça bloque sa multiplication, ça empêche à ce que ce virus-là puisse attaquer davantage notre système immunitaire. Et ça nous garde défensifs, ça garde notre système défensif en forme contre des infections opportunistes qui peuvent arriver. Donc on vit comme une personne qui en vrai n'a pas le VIH-Sida parce que le traitement est bien suivi. Bon, ce qui va créer la différence, c'est qu'on est sous un traitement par rapport à une personne qui n'a pas le VIH-Sida. Est-ce qu'il y a une alimentation propre, spéciale qu'on associe aux médicaments? Non, l'alimentation est l'alimentation de tous les jours, de tout le monde. L'alimentation devient particulière quand, par exemple, il y a des pertes de poids. Quand la maladie est déjà quand même avancée, on peut avoir une alimentation spéciale pour augmenter les protéines chez la personne. Dépendamment, comme je disais, ça s'adapte maintenant au cas. Mais si la personne est encore dans une phase où elle ne présente pas de complications, elle s'alimente comme tout le monde. Une bonne alimentation qu'on recommande à tout le monde pour éviter d'autres maladies comme le surpoids, pour éviter les obésités, manger moins de sucre, manger moins gras. Ça, ce sont des mesures qu'on donne à tout le monde pour vivre longtemps et éviter des maladies comme la tension, le diabète et autres. Donc, si une personne a le VIH-Sida, ça sera bien qu'ils soient encore plus stricts pour éviter d'ajouter encore d'autres maladies parce qu'il a déjà un grand problème qui est en lui, bien qu'il est en train de résoudre ce problème-là avec ses antirétroviraux. Mais sinon, l'alimentation reste la même chez tout le monde. Là, par exemple, vous vous adressez aussi à ceux qui se disent « Bon, j'ai la maladie, c'est injuste, la nature a été contre moi, je vais contaminer les autres. » Et la personne risque de contracter un autre type de virus. Malheureusement. Et là, c'est plus compliqué. Bien sûr, les personnes, ce sont des personnes de mauvaise foi, vraiment de mauvaise foi, qui se disent comme j'ai déjà la maladie, je vais la partager à tout le monde. En faisant ça, en voulant la partager à tout le monde, vous allez vous mettre aussi vous-même dans les grands soucis parce que ça veut déjà dire que vous avez une mentalité qui n'aide pas la population, qui n'aide pas la société à avancer. Pour moi, ce genre de personnes, j'ai pas un traitement spécifique pour ce genre de personnes, mais on doit prier pour ce genre de personnes-là, pour ce genre de personnes qui ont ce genre de mentalité. Mais nous conseillons, recommandons à tout le monde vraiment de ne pas avoir cette mentalité. Et ça ne sera pas intéressant que je vienne encore détruire le monde. Si j'ai la maladie, j'assume ma maladie, je prends mon traitement. J'évite de contaminer au maximum les gens autour de moi parce que je dois être aussi humanitaire. Voilà, je dois aimer l'être humain et si j'aime la maladie, c'est pas nécessaire que l'autre aussi puisse avoir la même maladie par ma faute. Si c'est arrivé, j'ai dit à la personne, je suis comme ceci, séropositif. On s'est aimé, la personne m'a accepté comme ça, on avance. Est-ce que ça marche aussi? Je suis là en face de vous et puis je vous dis, moi je suis séropositif. Est-ce que vous, en tant que saint, généralement, je commence à vous regarder avec de gros yeux? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai parce que de moins en moins, je crois pas, on a beaucoup de gens qui le font. Très peu de gens le font. Voilà pourquoi même d'ailleurs, avant les mariages, on fait les examens prénuptiaux pour savoir si un c'est vraiment recommandé. C'est recommandé. C'est même obligatoire. Oui. C'est même obligatoire de faire les examens prénuptiaux. Pas seulement pour éviter même les maladies sexuellement transmissibles, mais on parle de la drépanocytose. Mais si vous êtes AS, vous aurez des probabilités d'avoir des enfants SS et ça va demander beaucoup. Vous passerez parfois plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Donc les examens prénuptiaux sont obligatoires pour tout couple qui veut évoluer ensemble. Mais le VIH, généralement, quand on sait que l'autre a le VIH, généralement, on regarde avec un mauvais œil, on commence à avoir des pensées un peu ceci, on commence à beaucoup réfléchir, surtout la famille. Quand la famille s'y met encore, c'est fini et vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Mais il y a des couples qui sont très heureux comme ça. Les couples, c'est que ça c'est mon partenaire, il ou elle suit son traitement régulier et strict, je vis avec lui, on avance. Il y en a qui ont des enfants qui sont heureux, je l'ai dit tout à l'heure. Donc,
si et seulement si c'est ta décision personnelle de continuer avec la personne dans cet état. Moi, je vous encourage à continuer. Mais si ce n'est pas ta décision personnelle, ne le fais pas par contre-aide parce que chaque fois qu'il y aura un souci, ça va revenir dans ta tête et puis voilà, il y aura beaucoup culpabiliser encore l'autre et vous allez créer plus de soucis que d'arranger. Alors, au nom de la brigade médicale congolaise, les auditeurs vous écoutent. Quel est le grand message? Le grand message que nous pouvons passer concernant le VIH, c'est de se faire dépister parce que je vais peut-être me répéter. Quand on connaît son état, on se gère mieux. Si je sais que j'ai pas le VIH, je saurai les mesures à prendre pour ne pas en avoir. Si je sais que j'en ai déjà, je saurai aussi les mesures à prendre pour réduire ma charge virale et vivre ma vie heureuse jusqu'au bout. Citez-nous quelques points de dépistage. Quelques points de dépistage qui sont ici au Congo, par exemple. Oui, à Brazzaville. À Brazzaville. Dans tous les hôpitaux, par exemple, normalement, on peut le faire dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, si tu vas, parce que normalement, c'est gratuit. Le test du sida, c'est gratuit dans les hôpitaux. Vous pouvez aller au PNLS, le Programme national de lutte contre le sida. Vous pouvez vous rendre là-bas également. Vous allez demander. Vous arrivez, vous dites, voilà, je viens, je veux me faire dépister, je veux connaître mon statut sérologique. Oui. Et on va vous faire des examens là, gratuitement, normalement. Allons nous faire dépister. Brisons ces limites et barrières qu'on a devant nous que si je vais là-bas, si c'est positif, si ceci, brisons ces limites et allons nous faire dépister. Et puis voilà, respectons les mesures qu'on nous dit, protégeons-nous, utilisons les préservatifs. Si on peut s'abstenir pour avoir un seul partenaire. Ça, c'est l'idéal. Mais si on n'est pas, protégeons-nous, prenons les mesures qu'il faut, prenons le temps de stériliser les objets qu'il faut, évitons le café, évitons l'alcool parce que ce sont aussi des facteurs qui nous poussent à avoir une mauvaise conduite et se faire contaminer du sida. Oui. Évitons ces choses-là, ça sont les personnes qui ne sont pas encore atteintes. Mais la catégorie des gens qui sont déjà séropositifs, prenons notre traitement qu'il faut, respectons strictement ce que les médecins nous ont demandé de faire et nous allons vivre notre vie heureux et longtemps. Maintenant, aidons des personnes qui sont déjà, qu'on connaît, séropositifs, aidons-les et gardons-les intégrés à nous, ne les repoussons pas parce que ça sera les détruire davantage. Gardons ces personnes avec nous, donnons-leur des conseils qu'il faut, donnons-leur des motivations, motivons ces personnes-là, un soutien psychologique envers ces personnes avec de l'affection, avec de l'amour, parce que ces restent nos proches. Ça, c'est le grand message que la brigade médicale tient à passer à la population. Mais vous pouvez aussi organiser des campagnes. Bien sûr. Vous passez dans les églises, dans les écoles, oui. pour sensibiliser. D'ailleurs, on a un programme tout ce mois-là, on appelle ça Safari, Sida Tour en français, le tour. On a à Mosaka, Oyo, Pointe-Noire et Brazzaville, il y a des écoles qu'on a ciblées, il y a des églises, comme vous dites, qu'on a ciblées également. Là, on est passé, vous nous avez invités, on est passé chez vous, on est en train d'en parler aussi à la grande population et on est en train de sensibiliser, éduquer surtout avec les jeunes. Et il y a des marches sportives à Oyo qui se sont faites, marches sportives contre le VIH-Sida. La brigade médicale congolaise s'est déployée dans les endroits où on est déjà implanté. Ces 4 communautés, ces 4 localités que j'ai mentionnées, Mosaka, Oyo, Pointe-Noire et ici Brazzaville, durant tout ce mois-là, même aux orphelinats, c'est aussi dans notre programme de ce mois pour aller discuter, dépister, écouter. Parfois, on peut détecter aussi quelques qui sont dans ce cas et puis on va leur orienter chez les personnes habilitées pour un bon suivi. Alors, la brigade médicale, pour plus de conseils, pour plus de renseignements, on vous trouve où? On nous trouve sur Facebook, on est disponible, sur Instagram, sur TikTok. Vous écrivez juste brigade médicale congolaise. En un seul mot, tout attaché? Non, brigade médicale congolaise. Oui. Ou encore BRIMEDCO en sigle. Vous allez nous retrouver sur ces pages Facebook et nos contacts sont là-bas. Je peux aussi donner quelques, ici, là, le 06 417 97 17. Là, c'est le numéro de notre président Nyekumu, 06 417 87 17. Il y a aussi le 06 479 67 32 du vice-président que je suis. Vous pouvez nous contacter pour vous associer aussi à nous, à cette lutte pour sensibiliser les populations. Si vous avez un souci de santé, vous pouvez aussi nous contacter et puis on va ensemble trouver des solutions qu'on peut. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le docteur Bog
au Kanzepeya, c'est ça. Vice-président de la brigade médicale congolaise. Donc, vous êtes une organisation des médecins et là, vous êtes de plein pied dans la lutte contre le VIH-Sida. En tout cas, merci d'être passé. Non, merci à vous. Et nous faisons aussi le plaisir de relayer cette information. Nous participons donc à cette campagne. Tout à fait. Merci à vous. Revenez chaque fois quand besoin sera. D'accord, merci beaucoup. On est disponible en tout cas pour ça. Merci. Luttons contre le sida.